Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où on va parler évidemment de la victoire historique au Sénat sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution, qui fait rentrer la France comme une nation pionnière dans le monde sur la question des droits des femmes. On va parler évidemment du salon de l'agriculture qui continue toute cette semaine. On va parler de la situation en Ukraine et des déclarations complètement irresponsables de Macron, de la situation évidemment à Gaza et en Palestine, et puis de la guerre sociale que continue ce gouvernement. Générique. Alors pour commencer, évidemment, ce 28 février a eu lieu un événement qui est un événement extraordinaire, c'est-à-dire un événement après des années et des années où les associations féministes se battent sur la question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution, où ce 28 février, le dernier verrou a sauté, puisque le Sénat a voté pour l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, à 50 voix contre seulement, contre 276 voix pour. Pour vous refaire l'historique, vous savez, c'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années. Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, dans sa candidature en 2012, portait déjà la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc c'est un combat que nous aussi, les Insoumis, nous menons depuis plusieurs années. Et c'est aussi grâce au mouvement Insoumis que aujourd'hui, l'IVG va se retrouver dans la Constitution. Pourquoi ? Parce que le 24 novembre 2022, c'est moi qui avais eu l'honneur de porter pour le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES le premier texte qui avait été adopté à l'Assemblée nationale pour justement inscrire et garantir ce droit dans notre norme suprême. Ensuite, le 1er février 2023, le Sénat avait voté pour, mais de manière très serrée, puisque c'était 166 voix pour et 152 voix contre. Donc, à quelques voix, le Sénat avait voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Le 8 mars 2023, le président de la République avait promis la constitutionnalisation, et puis ensuite, silence. On avait tout fait, pétitionné, manifesté, interpellé, interrogé, rien ne s'était passé. Au point que c'est là aussi les Insoumis qui ont débloqué la situation en disant, avec les associations, que nous étions prêtes à aller au référendum si on continuait par la voie parlementaire, et donc nous avions réinscrit le texte dans notre niche parlementaire du 30 novembre 2023. Et c'est à ce moment-là que, miracle, ça s'est débloqué du côté du gouvernement qui, d'un coup, a décidé de proposer un texte qui a été examiné le 24 janvier 2024 à l'Assemblée et le 28 février au Sénat. Donc, c'est une immense victoire. Il reste un dernier moment qui sera ce lundi 4 mars, qui est le congrès, donc le rassemblement du Sénat et de l'Assemblée, qui votera sur la constitutionnalisation de l'IVG, ce qui fera de la France le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement. Donc en quelque sorte, c'est aussi par ce geste avec un signal politique énorme pour le monde, eh bien c'est aussi comme ça que le mouvement Insoumis rentre par la grande porte de l'histoire. Et j'en suis très fière, je suis très fière qu'avec les militantes, les associations, les collectifs, nous ayons réussi à faire la pression populaire nécessaire, le rapport de force pour forcer Emmanuel Macron à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Donc c'est une victoire associative, c'est une victoire parlementaire que nous allons arracher ce 4 mars 2024 où la France va rentrer dans la grande histoire avec partout dans le monde les femmes qui se battent pour le droit à l'avortement, qui regardent ce que fait la France et avec des victoires qui vont céder entre elles. Je suis très heureuse que cette victoire, elle arrive en même temps, par exemple, que les Polonaises qui viennent de récupérer il y a quelques jours le droit à la contraception d'urgence, parce que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'attaque d'abord au droit à la contraception pour ensuite s'attaquer au droit à l'avortement. Donc elles ont regagné ça. Il leur reste à regagner le droit à l'avortement alors que 6 femmes sont mortes depuis que l'avortement avait été quasi interdit. Donc vraiment ça c'est une grande victoire. Et vous remarquerez quand je vous dis que la dernière fois c'était passé à quelques voix et que là il n'y avait que 50 voix contre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que nous avions déjà gagné dans la société et que les anti-droits et les anti-choix sont minoritaires dans ce pays avec 80 à 90% du peuple français qui est favorable au fait de garantir ce droit dans la durée longue parce que quand on touche la Constitution, on parle justement du temps long.
C'est important, notamment il y a quelque chose qui moi me fait sourire, mais qui en même temps montre cette force d'adhésion du peuple français au droit à l'IVG. C'est un sénateur qui a raconté dans la presse qu'il avait changé son vote entre le 1er février 2023 et le 28 février 2024 parce que ses filles lui avaient dit « Écoute, si tu ne votes pas la constitutionnalisation de l'IVG, nous, on ne viendra plus jamais, ni dîner, ni à Noël, ni jamais. » Et donc, il disait, vous comprenez que vu la pression de mes proches que j'ai, je vais changer mon vote. Et c'est grâce notamment à cette pression qui s'est faite partout et surtout à la pression populaire de cette bataille idéologique que nous avons gagnée, que nous allons inscrire ce droit dans la Constitution. Donc vraiment, c'est une fierté. Et si quelques-uns doutaient du fait qu'il était nécessaire de l'inscrire dans la Constitution, eh bien, vous n'avez qu'à regarder ce que CNews a fait en début de semaine, où ils ont diffusé un visuel dans lequel ils présentaient le nombre d'avortements comme étant la première cause de mortalité dans le monde, en assimilant, comme le fait l'extrême droite régulièrement, avortement à meurtre, avant le tabagisme, avant le nombre de morts par cancer, ce qui est évidemment inacceptable et odieux, et d'autant plus qu'à côté étaient tenues des paroles comme au fond de chaque femme, il y a toujours, je crois, le désir de donner la vie et donc avorter est contraire à la vision de la femme, a dit une personne sur le plateau. De même que il a été aussi dit sur ce même plateau, l'avortement est une blessure du corps, du psychisme et de l'âme. Bref, une séquence anti-avortement. Mon groupe parlementaire a saisi l'Arcom et l'Arcom a confirmé s'être saisi de cette séquence. J'espère que CNews sera condamné pour cette séquence qui est une séquence de désinformation sur la question de l'avortement. Donc vraiment, on a à la fois une victoire pour les militantes qui luttent depuis des années et puis surtout une défaite des anti-droits et des anti-choix. Et cette défaite, elle est très importante parce qu'elle envoie un signal partout dans le monde. Et comme la lutte que mènent les femmes argentines contre l'extrême droite de Javier Milei, les femmes aux États-Unis, les femmes polonaises contre l'extrême droite qu'ils ont réussi à chasser du pouvoir, les femmes hongroises qu'on oblige à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, les femmes en Andorre où l'avortement est quasi interdit, cette lutte est la nôtre, eh bien notre victoire sera aussi la leur. Suivez ça le 4 mars, c'est un moment de la grande histoire de notre pays et du monde. Donc ça, c'est la victoire que nous avons gagnée. Mais nous avons gagné aussi cette semaine une autre victoire idéologique cette fois-ci parce que c'est pas encore fait et il va falloir qu'on soit attentif sur la suite. Quelle est cette victoire? Vous avez vu l'accueil que le président de la République a eu au Salon de l'Agriculture. Je rappelle que depuis des mois, les paysans manifestent, ont retourné les panneaux de beaucoup de villes pour indiquer leur colère, que rien ne s'est passé, qu'ensuite ils ont fait des blocages un peu partout dans le pays, que le gouvernement a fait 1, 2, 3, puis 4 annonces et que la colère n'est pas retombée. Il n'y a qu'à voir l'accueil qui a été réservé au président de la République puisque aucune réponse à leur colère n'est apportée. C'est-à-dire que le gouvernement fait des réponses à côté sur des choses, mais ne répond pas au cœur du problème que nous pointons depuis longtemps, qui est la question de la vie digne et de la garantie d'un revenu digne pour les paysans de ce pays et la concurrence déloyale auxquelles ils sont confrontés, notamment avec les traités de libre-échange. Alors, que s'est-il passé au salon? D'abord, Emmanuel Macron a essayé de faire comme d'habitude. Alors, il y a de la colère dans le pays. Comme d'habitude, il a proposé un grand débat aux agriculteurs. Il avait fait ça pour les Gilets jaunes. Puis ensuite, vous vous rappelez, il avait fait la Convention citoyenne pour le climat, dont ils avaient jeté à la poubelle plus de 90% des propositions. Puis ensuite, ils avaient fait le Conseil national de la refondation, qui n'a absolument rien donné. Puis, les rencontres de Saint-Denis qui ont été abandonnées puisque plus personne n'y allait, puisqu'il n'y a plus que Emmanuel Macron qui croit en Emmanuel Macron. Eh bien là, ce grand débat n'a même pas eu lieu parce que tout le monde lui a dit « Nous, on n'ira pas à ce grand débat », donc le grand débat a été annulé. Il est arrivé et là, la colère s'est exprimée de manière extrêmement forte et du coup, qu'a dit Emmanuel Macron? Que finalement, les prix planchers que nous demandons depuis 2018 eh bien, était une bonne idée. Qu'est-ce que c'est les prix planchers? C'est d'avoir des prix garantis pour les agriculteurs qui prennent en compte leur coût de production et le prix de leur rémunération, notamment pour les retraites, etc. Donc, d'avoir un prix qui garantit qu'on ne vende pas en dessous du coût de revient et donc que les agriculteurs ne soient pas obligés de travailler et de vendre à perte leurs produits. C'est ce que nous demandons, je le dis, depuis 2018. Depuis 2018, à chaque fois, ils votent contre et la dernière fois, c'était le 30 novembre 2023, dans notre niche parlementaire toujours, où on avait proposé à la fois les prix garantis et l'encadrement des marges, parce que ça va avec. Si on n'encadre pas les marges des industries agroalimentaires et des distributeurs, eh ben, ça ne va pas sur notamment la question de la vie chère. Donc,
on a une victoire idéologique là-dessus. Il dit, bon, dans quelques mois, alors là, il est en train d'embrouiller, peut-être faut-il le faire d'abord au niveau européen avant de le faire au niveau français, mais pas du tout. Enfin, là, au niveau européen, on n'a même pas, on n'a rien sur des salaires minimum avec des clauses de nations les plus favorisées. Donc, si on croit qu'on va attendre l'Europe pour avoir des prix garantis, on va pas y arriver. Donc maintenant, il va falloir pousser et continuer de pousser dessus en disant que ça va avec plusieurs choses, les prix planchers. La première chose, c'est que évidemment, ça va avec la question d'arrêter le libre-échange, les libres-échanges à tout va. Et je dois dire que notre délégation insoumise et notre groupe dont nous faisons partie, la gauche européenne, au Parlement européen, est le seul groupe à n'avoir jamais voté, à avoir toujours voté contre les traités de libre-échange. Le Rassemblement national, dont je vais parler juste après, lui fait partie de groupes qui ont voté des accords de libre-échange, notamment avec la Nouvelle-Zélande, notamment avec le Kenya, qui mettent les paysans en difficulté en France. Première des choses. Ensuite, ça va avec une clause de sauvegarde. Quand on interdit un pesticide, par exemple, en France, eh bien, il faut interdire qu'on importe, y compris des produits européens qui contiennent ce pesticide, sinon c'est de la concurrence déloyale, et puis évidemment avec l'encadrement des marges. Alors ils nous disent que notre modèle à nous est soviétique, mais pas du tout, c'est très pragmatique. D'abord, c'est le système qui prévalait dans l'Union européenne jusqu'en 1992, ça a existé en France jusqu'en 2008, et ça existe aux États-Unis, ça existe au Canada, ou même en Espagne. Donc c'est une mesure de bon sens. Et nous allons, nous, être extrêmement attentifs à ce que le gouvernement mette vraiment ces prix planchers en place, et ce, extrêmement rapidement, parce que les paysans dans ce pays ne peuvent plus attendre. Je vous rappelle juste ce que je disais, les 10 dernières années, on a 10 000 fermes qui ont disparu chaque année. On avait 2 millions d'agriculteurs en 1990. On en a aujourd'hui un peu moins de 400 000, et en 2030, il y aurait 200 000 agriculteurs avec le nombre de départs à la retraite qui seraient non remplacés. Donc, il y a urgence à refaire une agriculture paysanne et écologique avec des paysans et non pas sans paysans. En tout cas, c'est ce que nous continuons à porter, et c'est une victoire idéologique que le président de la République soit obligé de faire référence à des choses qu'ils ont refusées 3 mois avant, ce qui montre qu'ils sont dans l'improvisation la plus totale. Donc, très très mauvais accueil pour Emmanuel Macron, qui a essayé de le faire oublier juste après, et apparent bon accueil pour le Rassemblement national, dont on a bien vu dans la séquence pourquoi c'était une arnaque. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà parlé de Julien Audoul, député du Rassemblement national, alors qu'il y a un suicide de paysans tous les 2 jours, qui se moquait d'un suicide de paysans en se demandant si la corde qu'il avait utilisée pour se pendre était une corde française. Mais là aussi, ce qu'on a vu au Salon de l'Agriculture, c'est Monsieur Bardella, qui, au Salon de l'Agriculture, parle des prix planchers comme étant une solution. C'était la proposition de loi portée par la France Insoumise, et qui le lendemain explique que finalement les prix planchers sont une très mauvaise solution. Donc comme d'habitude ils disent tout et son contraire, et comme d'habitude quand vous regardez les votes du Rassemblement national, que ça soit au niveau du Parlement français ou au niveau du Parlement européen, eh bien comme d'habitude ils ne défendent que les plus riches des agriculteurs et les gros exploitants, et non pas la majorité des paysans qui essayent de vivre dignement de leur travail. À chaque fois ils votent la PAC, ils votent contre une meilleure répartition de la PAC, c'est-à-dire des aides, la politique agricole commune, alors que 80% de la PAC va à 20% d'agriculteurs, donc à un très petit nombre d'agriculteurs. Ils siègent dans des groupes, je vous le disais, qui votent pour les accords de libre-échange, notamment Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, pour vous donner une idée, c'est comme si on transportait des pommes, c'est ce qui va se passer avec cet accord, pendant 42 jours dans des cargos sur des milliers de kilomètres. Vous comprenez l'absurdité écologique totale de ce que fait le Rassemblement national. Et donc, comme d'habitude, c'est une arnaque sociale, et il n'apporte aucune solution, si ce n'est toujours pour servir les plus riches, comme quand ils votent avec les macronistes contre l'augmentation du SMIC, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou ensemble pour augmenter les loyers de 3,5%. Bref, c'est contre à la fois les macronistes et son assurance vie de l'extrême droite qu'on continue de se battre. En tout cas, encore une fois, ils sont obligés de venir dans les mots à nos solutions que nous portons, nous, depuis des années, et à admettre que leur politique, depuis des années, est un échec absolument flagrant. Alors ça va avec la suite de ce que je voulais vous dire, puisque vous avez vu donc de nouveau l'austérité annoncée, je vous en parlais la semaine dernière, 10 milliards avec un décret qui est sorti, la plus grosse part des économies sera sur tout ce qui se passe autour du ministère de l'écologie, mais aussi avec des suppressions de postes dans l'éducation nationale, dans la recherche, bref, tout ce qui fait l'avenir du pays. Eh bien, si vous voulez voir ce qu'est une société
où on a poussé le néolibéralisme encore plus loin que ce qui a été fait en France et qui malheureusement souvent préfigure ce qui va se passer en France dans les années à venir. Vous n'avez qu'à regarder cette vidéo qui a provoqué un émoi très fort dans la société britannique et surtout beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'eux-mêmes sont en difficulté. C'est une vidéo d'une femme qui a dû s'arracher elle-même 12 dents avec une tenaille tellement elle avait mal et qui n'arrivait pas juste à avoir accès à un dentiste. Donc cette femme a dû elle-même s'arracher des dents en disant « je ne peux même plus sourire, je ne peux même plus être moi », ce qui, je crois, symbolise bien l'indignité qu'on fait vivre aux gens en leur enlevant les services publics. Nous avons souvent dit, quand tout sera privé, nous serons privés de tout. On le voit déjà en France, on le voit encore plus au Royaume-Uni. Eh bien, c'est ça l'avenir de la société qu'il va nous faire, c'est-à-dire que les plus pauvres ne peuvent plus se soigner pendant que les riches, eux, accèdent à des réseaux autres du type des réseaux privés qu'ils peuvent, eux, se payer. Au point qu'il y avait une étude de 2014, donc ça a dû s'aggraver depuis, qui montrait que les personnes les plus pauvres avaient en moyenne 8 dents en moins que les personnes les plus riches. Et vous savez, les dents, c'est un des facteurs de la pauvreté le plus fort. Voilà à quelle forme d'indignité sur lequel ils veulent nous emmener et voilà contre quoi nous nous battons. Et donc, il faut impérativement continuer de dire que nous refusions cette société de malheur dans une société aussi riche que le nôtre. D'autant que, je vous le dis juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'ils veulent faire, en plus de baisser encore les indemnisations pour les chômeurs, donc de faire la chasse aux chômeurs plutôt que de faire la chasse au chômage, eh bien là, des parlementaires ont rendu un rapport à Bercy qui préconise des régressions massives, au prétexte de simplification, toujours la même chose, sur les droits des travailleurs. Je vous en lis quelques-uns des recommandations qui sont faites, qui pourraient être des choses que les macronistes portent dans les prochains mois. Autoriser les nouvelles entreprises de moins de 50 salariés à ne pas respecter les minima de branche pendant 5 ans, donc à ne pas payer au minimum des branches. Ensuite, supprimer l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ou alors, encore, supprimer le dispositif de lanceur d'alerte pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ou supprimer le référent harcèlement et le référent handicap dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Ou encore, je vous en donne un dernier, réduire à 6 mois le délai pour saisir les prud'hommes. Bref, ce sont des régressions massives que nous ne pouvons pas accepter. Et là aussi, ça augure des batailles pour la suite. Et notamment, ce sont les batailles qui se mèneront aussi dans la bataille européenne. Parce que l'austérité qu'ils annoncent, de nouveau les 10 milliards, de même que les nouvelles règles européennes qui ont été votées, sur lesquelles, avec Manon Aubry, nous avons demandé un référendum, eh bien, augure, je crois, le pire pour l'avenir et surtout dans une pérennité qui ne nous convient pas. Donc nous désobéirons à ces règles-là. Enfin, je voulais évidemment vous parler de la situation à la fois à Gaza et en Ukraine. Alors d'abord à Gaza, puisque à Gaza, nous avons franchi le chiffre officiel des 30 000 morts et nous savons que ce chiffre est largement sous-estimé, donc c'est une catastrophe. Et surtout, l'offensive à Rafah est en train de se concrétiser, puisque Netanyahou dit maintenant clairement que trêve ou pas trêve, dans tous les cas, il mènera cette offensive à Rafah. Offensive qui serait un bain de sang, puisqu'il y a toujours plus d'1 million de personnes qui sont coincées à Rafah et qui sont de plus en plus sujets à la malnutrition et à la famine. Donc qui meurent aussi de conséquences de maladies qui ne sont pas directement des bombes, qui alourdissent encore le bilan effarant que nous avons devant les yeux. En expliquant clairement qu'il a donc pour but d'occuper totalement la bande de Gaza et donc de pousser à son terme le nettoyage ethnique, voire le risque génocidaire, comme l'a indiqué la Cour internationale de justice. Il y a vraiment urgence à agir et je veux saluer le fait que hier, pour la première fois, au Parlement européen, à l'initiative notamment de Manon Aubry, de Younous Omarjee et de Laïla Chaibi, un amendement a été voté au Parlement européen pour le cessez-le-feu immédiat. Alors, ça n'aura pas d'impact tout de suite. Ça n'aura pas d'impact d'obliger Netanyahou à arrêter les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'il est en train de commettre. Mais on va dire que c'est une défaite qui s'ajoute à l'isolement du gouvernement d'extrême droite israélien. Et plus nous isolerons ce gouvernement d'extrême droite israélien, plus il lui sera compliqué de continuer l'offensive meurtrière qu'il mène sur le peuple palestinien. En tout cas, nous continuons de porter cette voix pour la paix haut et fort. Et plus que jamais, il est nécessaire de le faire. Je veux d'ailleurs apporter tout mon soutien aux artistes qui se font prendre à partie pour avoir juste demandé la fin des massacres à Gaza, que ce soit au Berlinade ou au César. Parce que dire aujourd'hui
arrêter de tuer des enfants devient une revendication radicale. C'est complètement hallucinant. Et qui, pour ça, se font accuser d'antisémitisme. Ce n'est pas de l'antisémitisme, ça s'appelle juste avoir une humanité et redire que toutes les vies se valent et qu'il n'est pas admissible ni acceptable qu'on continue un nettoyage ethnique et un risque génocidaire sur la bande de Gaza. Enfin, vous avez entendu ce que le président de la République, alors peut-être que c'était pour faire oublier ce qui s'était passé au Salon de l'Agriculture la veille, mais ce que le président de la République a dit lundi sur la question ukrainienne. Il a indiqué qu'il n'était pas exclu que la France envoie des troupes françaises en Ukraine. Cette décision est totalement irresponsable et est une folie, puisque cela voudrait dire que la France deviendrait co-belligérante du conflit avec deux puissances nucléaires qui s'affronteraient sur un pays tiers, ce qui est inimaginable et qui serait une catastrophe dans la catastrophe. Donc Emmanuel Macron nous fait courir le risque d'une guerre nucléaire donc pour la France, pour l'Europe et pour le monde, ce qui est totalement irresponsable. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, comme d'habitude, fait honte à la France puisqu'il a tout de suite été désavoué par l'Allemagne, par la Suède, par l'Autriche, par la Pologne et même par l'OTAN qui ont dit qu'ils n'avaient aucune intention d'envoyer des troupes au sol. Alors depuis, on nous explique, ces ministres, que tout le monde a mal compris. Le monde entier a mal compris ce que disait Emmanuel Macron, c'est sa pensée complexe, vous savez, et qu'en fait, il parlait d'envoyer des démineurs, des gens qui faisaient de la formation. Bon, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire au départ, nous le savons, et c'est très bien qu'il commence à rétropédaler, parce que ceci serait une folie. Et s'il veut aller dans une escalade guerrière, alors je ne vois pas comment la France ferait partie de la solution. Faire partie de la solution, c'est le fait que la France propose une issue diplomatique à ce qui est en train de se passer parce qu'il n'y aura pas d'issue militaire au conflit et donc il faut une issue diplomatique avec des garanties de sécurité mutuelles. C'est ce que nous demandons depuis le premier jour de la violation du droit international avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire une conférence de l'OSCE qui permette de rediscuter de la situation et de négocier, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de négocier si on veut être le camp de la paix et pas des va-t-en-guerre irresponsables comme le font plusieurs personnes du champ politique actuellement et le président de la République. Nous sommes le camp de la paix et il faut avoir le courage de la paix à tout moment et je suis fière d'appartenir au seul mouvement politique qui non seulement a accueilli mais aide à vivre financièrement des opposants à Vladimir Poutine qui sont des Russes pour la paix que nous avons accueilli et réussi à faire sortir de Russie. Enfin, dernière chose dont je voulais vous parler tout à l'heure, je vous parlais de la guerre sociale. Eh bien, il y a un film qui est en ce moment disponible en replay sur France Télévisions que je vous invite à aller voir qui s'appelle Les Doléances, qui a été fait à la fois autour du travail d'une chercheuse qui s'appelle Hélène Desplanques, qui a travaillé pendant 2 ans sur les doléances pendant les Gilets jaunes, et de Fabrice d'Allongeville, qui est maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise, qui ont fait un travail assez extraordinaire en allant regarder les doléances, des cahiers de doléances pendant les Gilets jaunes. Alors d'abord, les cahiers de doléances, c'est pas Macron qui les avait faits. Bon, les cahiers de doléances, évidemment, ça fait référence à la Grande Révolution française de 1789. Mais le 17 novembre 2018, quand commence le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, en décembre, plusieurs mairies, notamment les maires ruraux de France, ont ouvert leur mairie aux citoyens pour qu'ils viennent écrire à la main des doléances. Ils en ont remis des exemplaires à Emmanuel Macron, qui finalement a lancé son grand débat, grand cahier de doléances. Bon, le problème, c'est que, comme d'habitude, que sont devenus ces cahiers de doléances ? Eh bien, ils sont enfermés dans un coin et plus personne n'y a accès. Donc, c'est en quelque sorte comme s'ils avaient même confisqué la parole des gens. Donc, ce maire, notamment, milite, et nous avons déposé une proposition de loi, notamment à l'initiative d'Arnaud Le Gall, député insoumis, sur cette question. Nous militons pour que les doléances des Gilets jaunes soient publiques, du moment des Gilets jaunes soient publiques. Donc, c'est près de 20 000 cahiers écrits à la main, avec 200 000 contributions qui avaient été faites à l'époque. Chose intéressante, ils ont étudié beaucoup des cahiers de doléances. Vous avez moins de 5% qui parlent de l'immigration, de la sécurité, bref, les thèmes préférés de l'extrême droite et de la droite. La plupart des doléances parlent des services publics, des déserts médicaux, des retraites, du pouvoir d'achat, bref, de ce qui fait la vie quotidienne et des choses qu'il fallait changer. Et donc, je trouve que c'est à la fois très beau parce que ça permet au peuple de récupérer sa parole. Ça permet de lire des choses qui sont très émouvantes. Je vais vous lire une lettre qui est dans ce film, notamment qui est ressortie par ce film, parmi beaucoup d'autres. Et puis surtout, c'est aussi une forme de littérature populaire. Et vous vous rappelez que les Gilets jaunes militaient, et nous aussi, pour le référendum d'initiative citoyenne, donc le fait de pouvoir être
citoyen, de pouvoir décider de son avenir. Et donc, c'est aussi une manière de récupérer aussi un récit qui est fait par le peuple et non pas par les élites. Et je crois que c'est aussi important en démocratie de pouvoir récupérer tout cela. Donc, je vous lis cette lettre que vous entendez par exemple dans le film. Donc, c'est une partie de la lettre qui est signée par quelqu'un qui dit « Une maman comme les autres », donc qui a été écrit à Libourne en Gironde. Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café? Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues très loin de la maison pour enfin décrocher un emploi précaire, alors que selon vous, une seule rue suffisait? Pourquoi maman utilise la prime de Noël pour payer la taxe d'habitation et audiovisuel avec des pénalités de retard? Pourquoi maman sait déjà qu'elle ne pourra pas me payer de grandes études? Et la fin de sa lettre. Monsieur le Président, pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête? Si après lui avoir expliqué tout cela, il vous reste encore un peu de salive, dites-lui pourquoi maman a honte de vous, signé une maman comme tant d'autres. Et vous avez beaucoup des doléances qui ressemblent à cette littérature populaire extraordinaire, d'autant que ça c'était en 2018-2019 et que depuis il y a eu en 2 ans 23% de hausse des prix alimentaires et autant de gens qui ont été plongés dans la pauvreté, dans la précarité, dans la misère. La colère, cette colère des Gilets jaunes est toujours là et cette demande de démocratie aussi. Le peuple et le souverain, belle semaine à vous, plein de force pour la suite.